Heureux de vous accueillir et de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour cette première émission de l'année 2015. Une émission exceptionnelle, sans doute comme l'est cette journée. Vous avez suivi sur les journaux de RFI, de TV5 Monde et la lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire de cette émission, les événements dramatiques que la France vient de connaître avec ces assassinats, ce terrorisme à l'œuvre qui a fait la une de nos éditions. Donc aujourd'hui, édition spéciale sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Vous allez pouvoir vivre en direct cette journée, sans doute sans précédent dans l'histoire française, qui se déroule notamment à Paris, mais dans beaucoup d'autres régions. Une journée importante puisque vous allez le voir, dans quelques heures, beaucoup de Français et de citoyens du monde entier sont appelés à manifester. Ici, l'image de la célèbre place de la Bastille où les gens commencent à se réunir. On attend plus d'1 million de personnes et également, vous voyez, un dispositif de sécurité très important pour cette circonstance. Il faut également vous dire qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont choisi de venir faire le déplacement à Paris en termes de solidarité. Cela veut dire que pratiquement le quart des dirigeants de la planète se trouvent aujourd'hui à Paris pour cette manifestation, pour venir dire que ce qui s'est passé est intolérable, inacceptable et que la mobilisation citoyenne sera plus forte que la menace terroriste. Nous avons choisi d'accueillir aujourd'hui un homme du Sud, un dirigeant du Sud, puisqu'il faut également rappeler que dans cette mobilisation, il y a 8 chefs d'État africains qui sont venus à Paris dire leur solidarité. Et j'accueille donc Kadri Désiré Ouedraogo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la commission de la CEDEAO. Pour simplifier, ce sont les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons en parler. Peut-être une première question, puisque je vais vous interviewer en compagnie de Sophie Malibaud de Radio France Internationale, de Christophe Chatelot, mon confrère du Monde. Vous avez fait une partie de vos études à Paris. Vous êtes un homme du Sud, dans une région confrontée au terrorisme. On ne va pas citer Al-Qaïda ou Boko Haram ou d'autres formes de terrorisme. Comment est-ce que vous, un homme du Sud, connaissant bien la France, vivez-vous cette journée? Vous êtes également présent aujourd'hui pour cette mobilisation. Bien, permettez-moi d'abord d'adresser la sympathie et la solidarité de la CEDEAO au peuple français en cette dure épreuve. Elle vient de vivre des événements que nous condamnons sans réserve. Des événements que rien, absolument rien, ne saurait justifier et qui ne peuvent que révolter tous les démocrates épris de justice et de liberté. Et la CEDEAO, tout en condamnant ces actes odieux, s'associe au deuil du peuple français. Nous nous rappelons que lorsque la CEDEAO et l'ensemble des pays africains étaient confrontés, voilà quelques années, au même phénomène de terrorisme. Elle le reste d'ailleurs. Elle le reste d'ailleurs dans le nord du Mali. La France a été à nos côtés pour nous permettre de contenir ce fléau. Nous continuons ce dur combat pour la liberté et contre l'intolérance et l'obscurantisme. Nous nous associons donc pleinement à cette marche de solidarité et la CEDEAO est bien présente, puisque 2 de nos chefs d'État ont annoncé leur participation à cette importante marche. Et je voudrais saisir cette occasion pour réitérer la ferme condamnation de la CEDEAO du terrorisme et sa détermination à s'associer aux efforts au niveau mondial pour venir à bout de ce fléau. Ces opinions publiques en Afrique sont confrontées directement à ce terrorisme. On parlera sans doute tout à l'heure de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes enlevées par Boko Haram qu'on n'a toujours pas retrouvées. Est-ce que compte tenu de cette menace que ces opinions publiques africaines vivent directement, on a été attentif à ce qu'il y avait à Paris? Absolument, cette situation nous interpelle beaucoup parce que c'est une situation que nous vivons malheureusement de plus en plus dans notre continent. Et c'est un phénomène nouveau auquel nous n'étions pas forcément préparés. C'est maintenant que les chefs d'État de la CEDEAO se mobilisent pour faire face à ce nouveau phénomène. Et nous, en tant que commission de la CEDEAO, nous participons à cette mobilisation de notre région pour vaincre le terrorisme. Christophe Chatelot, Le Monde. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie quand même? Puisque on évoquait Boko Haram, c'est un phénomène très présent au Nigeria qui est quotidien. On ne voit pas de mobilisation de ce genre, on n'entend pas non plus spécialement
chef de l'État, appelé à des mobilisations. Donc pourquoi le faire à Paris? Pourquoi ne pas le faire non plus à Bamako, qui est confronté à ce genre d'événements? Pourquoi ne pas le faire à Abuja? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Cette mobilisation se déroule très bien sur le continent africain. Et je voudrais vous rappeler que la CEDEAO et l'ensemble des dirigeants de notre communauté ont suivi de très près l'évolution de la situation sécuritaire au Nord Mali. Et vous savez que rien que cette année, le 30 mai 2014, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré à la situation sécuritaire au Nord Mali et au nord du Nigeria, donc les effets de la secte Boko Haram, a été organisé à Accra. Eh bien, au cours de ce sommet, d'importantes décisions ont été prises concernant principalement la coordination des efforts de lutte de nos États contre ce phénomène. Je complète la question de Christophe Chatelot. Effectivement, des sommets institutionnels ou politiques existent, mais une mobilisation citoyenne comme celle que nous allons vivre dans quelques heures à Paris, elle ne se déroule pas en Afrique. Elle se déroule au Nigeria, où vous avez suivi à plusieurs reprises que la société civile s'est mobilisée et des appels ont été lancés dans tous les autres pays de la CEDEAO, particulièrement en ce qui concerne le sort des jeunes filles de Chibok qui avaient été enlevées. Et je puis vous assurer que ça demeure une préoccupation centrale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, cette lutte contre le terrorisme. Pendant que les événements se déroulaient à Paris la semaine dernière, il y avait à ce même moment au Nigeria donc des tueries absolument incroyables, énormes. On parle de centaines de morts. Amnesty International parle de 2 milliers de morts. Et puis finalement aussi cet attentat, une enfant de 10 ans sur laquelle on a accroché une bombe puisqu'elle s'est fait exploser sur le marché de Maïdougouri dans le nord du pays. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quelque chose de décisif, qu'il doit y avoir quelque chose de décisif pour arrêter Boko Haram, parce que jusqu'à présent, les sommets n'ont abouti à rien? Absolument, cette situation est intolérable, surtout lorsqu'on se rend compte que c'est d'innocentes personnes qui sont en train d'être utilisées pour commettre ces attentats terroristes. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO s'est mobilisée. Il y a eu cette année pour la première fois une réunion des chefs de services de renseignement de la CEDEAO. Et la CEDEAO a décidé d'institutionnaliser cette réunion des chefs de services de renseignement de notre communauté. Et elle a fait la jonction avec les autorités du Nigeria pour apporter la contribution de la CEDEAO aux efforts que mène le Nigeria pour venir à bout de ce phénomène. Je voudrais rappeler également... On ne sent pas l'urgence dans votre réponse, on ne sent pas le sentiment d'urgence. Peut-être 2000 morts ces derniers jours dans le nord du Nigeria. Le sentiment d'urgence est bien là. Je vous dis qu'au moment où nous parlons, les services de renseignement sont en contact permanent. Dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, qui concerne les 5 pays voisins du Cameroun, des efforts sont actuellement déployés pour venir à bout de ce phénomène. Je confirme donc que c'est une préoccupation de l'heure de la CEDEAO. Et comment est-ce que vous expliquez cette tendance, ce mouvement de fond, cet islamisme radical qui émerge en Afrique subsaharienne? C'est un phénomène qui a existé dans un passé assez lointain, mais pourquoi c'est très urgent? Bon, je pense peut-être que c'est dû aussi à l'ouverture et à la mondialisation, parce que souvenez-vous que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général a toujours connu des pratiques religieuses tolérantes. Si vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest, il n'est pas rare de voir dans la même famille des obédiences différentes, sans que cela n'ait jamais posé de problème au niveau social. Mais nous constatons que ces dernières années, dues à des influences extérieures, nous assistons à la propagation d'une tendance extrémiste de la religion qui prône l'intolérance. D'après vous, c'est un radicalisme importé? C'est un radicalisme importé parce que je dois dire que c'est étranger à la culture africaine, c'est étranger à la société africaine. Et nous devons nous mobiliser pour arrêter cela. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons nos stratégies au niveau de la CEDEAO qui incluent l'éducation à la tolérance, l'éducation à la culture religieuse pour faire en sorte que nous ayons une pratique pacifiée de nos religions. Et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des leaders qui sont réunis en ce moment à Paris? On voit que les Européens sont là, Angela Merkel est là, alors que sur le terrain africain, la France est un peu en tête de pont. Elle l'a été du moins au Mali ou en Centrafrique. Voire un peu solitaire. Est-ce que vous attendez quelque chose, un signal d'une aide particulière, un soutien des Européens? Absolument. Je crois que déjà la manifestation de Paris est un signal fort de la solidarité et de l'unité de vue de la communauté internationale contre ce phénomène. Longtemps en Afrique, nous avons appelé à l'aide en disant ce qui se passe au niveau du Sahel n'est pas seulement
un risque pour la CEDEAO ou pour l'Afrique, c'est un risque pour la sécurité et la stabilité internationale. Et dès lors, le monde entier doit se mobiliser. Et nous comptons sur la solidarité et l'appui de tous nos partenaires du monde entier pour vaincre ce phénomène. Il y a un foyer qui inquiète particulièrement les militaires, mais pas seulement, les politiques, c'est la Libye, et notamment des agrégations du pays, et un foyer dans le sud du pays où, dit-on, les terroristes se regroupent. On a fait, le ministre français de la Défense a notamment évoqué une éventuelle intervention militaire que la France ne mènerait pas seule. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faut intervenir au sud de la Libye, militairement, et frapper? Nous pensons que la situation dans le sud libyen est une véritable menace pour la paix et la stabilité de toute la région Sahel de notre communauté. C'est la raison pour laquelle nous n'avons eu de cesse d'appeler qu'il y ait une action décisive pour tarir les sources de cette menace. Parce que les terroristes qui ont été déroutés du nord du Mali tentent de se regrouper dans le sud libyen et il faut absolument empêcher qu'ils reconstituent leurs forces et leurs réseaux pour reprendre leurs attaques. Donc il est absolument indispensable qu'il y ait une opération de pacification au sud libyen pour assurer la totale stabilité de notre région. Et que les Africains, que les États africains, que les armées africaines peuvent mener, ou à nouveau il faudra faire appel à des forces extérieures? Il faut appel à des forces extérieures parce que malheureusement le défi dépasse les capacités que nous avons actuellement. Mais cela n'enlève en rien la détermination des États de la région. On parle de terrorisme avec vous, Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO. Comment peut-on expliquer à propos de terrorisme que dans certains pays qui ne sont pas forcément dans l'organisme que vous regroupez, au fond, ces forces terroristes soient plus fortes que les armées nationales? On peut penser par exemple au Nigeria ou à d'autres pays. Comment se fait-il qu'elles soient parvenues à ce point, à se financer, à trouver des soutiens logistiques à des armements? Les armées nationales sont un peu impuissantes ou en déroute face à cette menace terroriste. Bien, le phénomène auquel nous assistons est une sorte d'international du crime. Ces groupes qui agissent dans notre région n'agissent pas seuls. Elles reçoivent des financements. Qui les finance? C'est la grande question qu'il faut se poser. En tous les cas, nous sommes convaincus qu'elles disposent d'appuis extérieurs, qui leur donnent les moyens financiers nécessaires, les équipements militaires nécessaires pour conduire les opérations. Dès lors, ça pose un sérieux problème pour nos armées, qui n'étaient pas forcément des armées d'offensive, mais des armées de défense de la souveraineté de nos pays. Mais nous sommes actuellement en train de nous réorienter vers cette nouvelle menace avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous faisons appel également à la communauté internationale pour nous assister, parce qu'il s'agit de moyens véritablement importants dont il faut. Je reviens sans tout comparer. On voit qu'il y a eu donc ces prises d'otages et ces assassinats à Paris où les forces militaires, les policiers sont intervenus rapidement finalement pour contenir cette menace. Il y a quelques mois, mobilisation là aussi mondiale autour de ces jeunes filles, j'en parlais, rendez-nous les jeunes filles, enlevées par Boko Haram. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, on ne les a jamais retrouvées. Ça donne l'image d'une impuissance politique, militaire, policière en Afrique, d'une impunité. D'abord, permettez-moi de saluer le professionnalisme et le courage des forces de sécurité françaises. Nous le faisons tous ici. Qui ont abouti donc au dénouement que nous connaissons. Nous souhaitons qu'en Afrique, nous puissions avoir les mêmes compétences et les mêmes capacités. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Vous savez que la CEDEAO a ce que nous appelons les forces en attente de nos États membres. Nous essayons maintenant de réorienter leur philosophie et leur formation pour qu'ils puissent faire face à ce genre de risque, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous constatons avec vous qu'il y a un piétinement dans la réponse à apporter à cette crise. Et je puis vous assurer que nous travaillons d'arrache-pied pour combler ce vide et permettre à nos forces de défense opérationnelles. Il a fallu menacer de condamner à mort, même de condamner à mort des militaires qui avaient refusé, donc d'une armée nationale au Nigeria, qui avaient refusé d'intervenir contre Boko Haram. C'est terrible. C'est tout le problème de nos armées et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la restructuration de ces armées, la formation et l'équipement de ces armées pour leur permettre de faire face à ces nouvelles menaces que représente le terrorisme. Vous savez que c'était des armées qui étaient plutôt des armées conventionnelles, mais lorsqu'elles se retrouvent en terrain de guerre asymétrique, c'est toute une nouvelle philosophie, une nouvelle formation qu'il faut instaurer. Et c'est le rôle des organisations internationales comme la CEDEAO d'appuyer nos États membres à disposer de telles forces et de telles armées.
Parce que vous êtes donc à la tête de la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Vous avez donc une responsabilité sur ce développement de l'économie en Afrique. Est-ce que vous diriez que la pauvreté, le mauvais état, enfin l'échec à avoir une économie qui tienne le coup, et c'est une cause importante de l'impuissance face au terrorisme en Afrique? Il est évident que la pauvreté et le manque de développement est une des sources de l'instabilité et des crises en Afrique. On ne peut pas avoir un développement sans sécurité, mais on ne peut pas avoir aussi une sécurité sans promouvoir le développement. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO s'active à accélérer le développement économique de la région pour permettre aux États de disposer des ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins. Vous savez que la CEDEAO a commencé comme une entité de coopération économique. Mais au fil du temps et à l'expérience de notre vécu quotidien, le volet politique est venu se greffer à nos préoccupations, si bien que nous nous occupons des deux volets, le volet politique et le volet économique. Mais ce sont des économies en Afrique de l'Ouest, pour certaines, dont les systèmes de santé sont défaillants, les systèmes d'enseignement sont défaillants, les armées aussi sont sous-équipées. Est-ce que l'armée vraiment et la défense, c'est une priorité parmi tous ces enjeux, parmi tous ces défis à relever? Est-ce qu'il faut vraiment investir dans le... Il est clair qu'actuellement, l'armée et les forces de défense de sécurité deviennent une priorité. Mais cela n'était pas le cas. Rappelez-vous, le discours était de dire aux pays africains, écoutez, consacrez vos ressources limitées au développement, aux secteurs sociaux et oubliez les forces de défense, les forces de sécurité. Ce qui a été fait durant de longues années dans nos États où l'armée a été pratiquement négligée au profit des autres priorités que nous avons. Maintenant, il est évident qu'avec la réalisation qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité, sans paix, sans stabilité, il est évident qu'il faut que nous renforcions nos systèmes de défense et particulièrement replacer les armées et les forces de défense à la priorité de nos efforts. Si on essaie de le dire différemment, sans faire ici de polémique, nous allons souvent en Afrique, nous voyons qu'une partie importante des forces militaires ou policières sont parfois là aussi un peu pour contrer les oppositions en termes de gouvernance. Est-ce que précisément ce n'est pas l'une des explications d'une impuissance face à une autre menace qui a été diffuse, asymétrique que vous le dites, les terroristes? C'est la raison pour laquelle la CEDEAO, dans son principe de démocratie et de bonne gouvernance, a sitôt de faire d'appeler les États à ce que les armées que nous avons, les forces de défense, jouent leur rôle constitutionnel, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, la sécurité des biens et des personnes, et laisser les questions politiques à la société, aux partis politiques et à l'autorité civile. Cette éducation doit être faite et elle est incrustée dans nos protocoles pour faire en sorte que nous ayons des armées républicaines et démocratiques qui doivent conforter la démocratie et non pas la détruire. Encore peut-être une question avant la pause d'actualité que nous allons avoir. Vous êtes burkinabé. Le principal quotidien de votre pays lance aujourd'hui un appel pour une mobilisation. Il parle d'une croisade, je ne sais pas si le mot est très astucieux, mais en tout cas une mobilisation des musulmans du monde entier contre ce terrorisme. C'est l'affaire des musulmans aussi. Je pense que c'est exact parce que ce que nous assistons, en fait, c'est une usurpation de la religion au fait d'actes criminels. Les terroristes se couvrent du manteau de la religion pour perpétrer leurs actes, mais nous savons tous que ce qu'ils prônent n'a jamais été demandé par aucune religion. Il est dès lors que les hommes de religion se mobilisent pour démasquer ces imposteurs et dire que ce qu'ils font, ils ne le font pas au nom d'une religion, ce sont des criminels qu'il faut combattre et démasquer. Je suis tout à fait d'accord qu'on se mobilise pour cela. Est-ce que ça passe par une surveillance accrue, par exemple, de certaines mosquées un peu plus radicales que d'autres, celles notamment de mouvements wahhabites, ou est-ce qu'il faut aussi agir sur ce domaine-là, interdire certains prédicateurs, certaines mosquées? Et évidemment, il faut une surveillance accrue de ces activités, mais surtout aussi une autre éducation. Éducation à la tolérance, éducation d'une religion pacifique, de coexistence pacifique. Ça prend énormément de temps. Absolument, et c'est ce que nous essayons de faire actuellement.
Kadra Désiré Ouedraogo, merci donc pour cette première partie de l'émission internationale, largement consacrée à la situation que nous vivons aujourd'hui en France, une journée historique. Nous allons le voir dans les flashs d'actualité sur RFI et sur TV5 Monde, puisque dans quelques heures, plus d'1 million de personnes devraient se mobiliser, et vous allez le voir, parmi une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Point d'actualité, on vous retrouve dans quelques instants. Retour international, vous êtes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, en liaison avec le quotidien français Le Monde. Une journée historique, je vous le disais, puisque nous allons consacrer tous nos programmes dans les heures qui viennent, sur ces deux antennes, notamment à cette mobilisation, à cette marche historique qui va se dérouler dans les rues de Paris, avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. D'où peut-être la première question de Christophe Chatelot à notre invité, Kadra Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. À vous. Oui, il y a parmi ces chefs d'État ou de gouvernement présents à Paris, certains qui ne sont pas spécialement réputés pour le respect des libertés publiques et des libertés individuelles. Est-ce que c'est pas se racheter une conscience à bon compte, finalement, que de venir défiler ici? Est-ce que ça décrédibilise pas un peu non plus la marche? Bien, je vous laisse la responsabilité de cette appréciation, mais pour ma part, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde entier se mobilise pour condamner ces événements, et je suis tout à fait en solidarité avec tout le continent africain qui est représenté à cette marche pour exprimer la solidarité africaine, pour condamner, pour dire non au terrorisme, pour dire non à l'extrémisme, pour dire non à l'exclusion et à la discrimination. Je crois que tout message qui porte sur cela, nous devons encourager. Est-ce que ça risque pas non plus, sous couvert de lutte antiterrorisme, de se faire sur le dos des libertés publiques? On a vu au Kenya, par exemple, une loi qui a été adoptée assez controversée au titre de la lutte antiterroriste, comme ça s'est passé en Russie aussi. Vous ne craignez pas ce phénomène? Je ne le crains pas. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Face à un tel phénomène, il doit y avoir l'unanimité pour condamner et pour dire que le monde entier dit non. Le reste, c'est une affaire de marche et de philosophie. Et je puis vous dire qu'en ce qui concerne la CEDEAO, comme je l'ai dit, nos principes de démocratie et de bonne gouvernance visent justement à empêcher que dans nos États, de telles situations perdurent. Donc nous sommes pour une démocratie apaisée, respectueuse des droits de l'homme et du citoyen, et c'est pour cela que nous nous battons à la CEDEAO. Et quelle est votre analyse de ce qui se passe dans nos pays, en France cette semaine, mais il paraît que l'Europe pourrait elle-même, d'autres villes en Europe pourraient elles-mêmes subir des attentats. Quelle est votre analyse? Où sont les responsabilités? Bon, je pense que les responsabilités sont certainement partagées. Mais les États font face à un phénomène nouveau qui est le phénomène de l'intolérance, qui est le phénomène de l'exclusion. Je pense qu'il faut que nous puissions arriver ensemble à cultiver notre désir de vivre ensemble, faire en sorte que nous amenions tous les membres de notre société à comprendre et partager les idéaux qui nous rassemblent. C'est en tout cas notre credo en Afrique, et nous voulons que l'Afrique demeure ce continent de société paisible, apaisée, tolérante, à coexistence pacifique. Et je crois que c'est le travail de tous les démocrates d'unir leurs efforts pour que nous puissions obtenir ce résultat-là. Mais quand vous parliez d'exclusion, est-ce que vous pouvez développer votre pensée? Qu'est-ce que vous vouliez dire? On ne développe pas une politique nationale en laissant de côté une partie de la population. Il importe de se pencher sur le sort de chaque catégorie sociale, faire en sorte que l'ensemble puisse apporter un effort de solidarité. Et le mot solidarité est très important lorsqu'on veut arriver à une cohésion sociale pacifique. C'est notre philosophie, et au niveau de la CEDEAO, de nos principes, nous prônons donc cela au niveau de tous les États. Pas d'exclusion, pas d'ostracisme, pas de discrimination. Ce sont des mots, et je pense que personne ne vous contredirait, mais la réalité est différente quand même. La réalité s'améliore de jour en jour. Grâce à l'action de nos États et grâce à l'action de notre communauté, je peux vous dire que la situation telle qu'elle se présente en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'est pas la même qu'il y avait 15-20 ans. Il y a absolument une évolution des mentalités, une montée en force de la société civile et de l'opinion publique qui certainement refuserait toute situation où on serait dans des phénomènes d'exclusion ou de discrimination. On va peut-être élargir, Kadra Désiré Ouedraogo. On a parlé depuis le début de cette émission de la mobilisation contre le terrorisme, cette réalité.
passé. On va peut-être parler de gouvernance à l'intérieur de cette zone de la CEDEAO qui regroupe, faut-il le rappeler, 15 États d'Afrique de l'Ouest. La bonne gouvernance, comme on dit. Vous avez vous-même été ministre au Burkina Faso, donc président de la République Blaise Compaoré. Est-ce que vous avez été surpris que ce soit la rue qui le chasse aussi rapidement? Est-ce que vous aviez des signaux? Est-ce qu'à CEDEAO, vous vous êtes dit, attention, on ne peut pas quand même bricoler les constitutions un peu tardivement comme ça? Subrepticement, comme on dit à l'OIF. Peut-être que tout le monde a été surpris par l'ampleur et l'accélération des événements, mais pas surpris par les signaux précurseurs. En tant que CEDEAO, nous avons le devoir de surveiller la situation politique dans chaque État membre de notre communauté. Bien sûr. Et la CEDEAO a envoyé une mission d'information au Burkina lorsque tout le monde sentait qu'il y avait un risque de la cohésion sociale. Et ce message n'a pas été entendu? Ce message a été convoyé aux autorités de la CEDEAO qui ont fait les efforts nécessaires. Et lorsque nous avons rencontré la société civile à Ouagadougou, des voix plus autorisées que la mienne ont expliqué les activités qui ont été menées par les chefs d'État et de gouvernement pour empêcher cette situation. Et les voix plus autorisées que les vôtres n'ont pas convaincu, si je comprends bien. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas convaincu, mais le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Ce qui fait que nous devons continuer toujours nos efforts et c'est la raison pour laquelle nous tirons leçon de cette expérience du Burkina Faso pour revoir et consolider tout notre dispositif d'intervention au profit de nos États membres. C'est ainsi que le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie sera révisé par un comité d'experts dont les résultats seront soumis au prochain sommet de la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté d'expression. Dans votre pays, il y a un journaliste, Nomber Zango, qui a été assassiné. Le dossier remonte à la surface maintenant qu'après la chute de Blaise Compaoré. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose et qu'il faut trouver et punir les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Norbert Zango? Pour compléter, ou est-ce qu'il faut au contraire, au nom de la concorde nationale, oublier le passé, passer à autre chose? Non, d'abord, qui s'attaque à la presse et à la liberté d'expression s'attaque à la démocratie. Au-delà donc de ce crime odieux, tout démocrate sincère doit souhaiter que la vérité et la lumière jaillissent. Et je crois que c'est une excellente chose, que justice se passe, parce que nous ne pouvons pas vivre dans des sociétés où la justice n'est pas appliquée. Donc, si le dossier est rouvert et que les coupables peuvent être démasqués, je crois qu'il appartient à la justice de faire son travail. Je rappelle qu'en son temps, tous les Burkinabés avaient souhaité que cette lumière soit faite. C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête internationale qui avait été mise sur pied, lorsqu'elle a déposé son rapport, ce rapport a été rendu immédiatement public. Et appel a été lancé à tous les témoins et à tout citoyen qui peut contribuer au jaillissement de la vérité de le faire. Eh bien, que la vérité soit faite et ça répondra aux souhaits de tous les Burkinabés. Est-ce qu'il faut que l'inventaire du passé dans le cas burkinabé, est-ce que ce sont toutes les années Compaoré qu'il faut maintenant remettre sur la table? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par ça, faire le bilan de ce qui a été fait, bien ou mal, poursuivre ceux qui se sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions ou d'actes de corruption? Est-ce que c'est la priorité ou est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Mais ceci est de la responsabilité des forces vives du Burkina et des autorités de la transition. Nous, en ce qui concerne la CEDEAO, nous ne faisons qu'accompagner nos États membres, mais il est évident que les débats politiques intérieurs est à la responsabilité des acteurs intérieurs du Burkina Faso. La CEDEAO ne fait qu'appuyer leurs efforts pour aboutir à une démocratie consensuelle et pacifique et apaisée. Vous parlez d'améliorer la gouvernance, notamment dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, de ces 15 États qui regroupent au fond leur avenir. Il y a une tentation forte de certains chefs d'État de s'accrocher au pouvoir, j'ose pas dire définitivement, président à vie, pas forcément d'ailleurs dans votre zone. Est-ce qu'il faut régler cette question, par exemple, du troisième mandat qui pose un problème dans les deux Congos ou ailleurs? Est-ce qu'il faut réduire le nombre du mandat, avoir une gouvernance raisonnable? Certains présidents sont là depuis plusieurs décennies, rappelons-le. Bien, je dirais qu'il faudrait certainement revoir notre dispositif politique et le consensus régional en Afrique que nous avons de cette conception. Et ce travail a déjà été commencé au niveau de la CEDEAO, comme je vous l'ai dit, où le dernier sommet a instruit qu'un comité d'experts soit mis en place pour revisiter notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, y compris cette problématique des mandats présidentiels, avec pour objectif de venir avec un consensus qui serait donc adopté au niveau de la CEDEAO et qui permettrait de faire l'économie des troubles et des conflits que nous observons
ça et là qui sont souvent liés à ces problèmes constitutionnels. Mais de quel levier est-ce que la CEDEAO dispose pour faire appliquer ces bons principes? Autorité morale, institutionnelle. Pour remettre dans le droit chemin certains États que vous considériez qui s'écartent un petit peu de cette ligne. De quel levier vous disposez? Il faut reconnaître que la CEDEAO a un important levier, qui est d'abord la pression morale. Vous savez qu'actuellement, le principe zéro, tolérance zéro, de toute accession ou conservation du pouvoir par la force, est un principe désormais acquis à la CEDEAO. Il ne viendrait à l'idée de personnes actuellement en Afrique de l'Ouest de faire un coup d'État et d'espérer être membre de la CEDEAO. Alors, ceci a fait que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de changement anticonstitutionnel. Ça, c'est un fait. Et de l'autre fait, nous avons dans les forces en attente de la CEDEAO le protocole sur le conflit, la prévention, la gestion et le règlement des conflits donne l'autorité à la CEDEAO d'intervenir militairement là où il le faut, lorsque les libertés publiques sont gravement compromises, que la CEDEAO puisse agir. Et c'est dans cette philosophie que les forces en attente sont là. Et vous avez vu que par le passé, la CEDEAO a intervenu avec ECOMOG dans la crise au Libéria et en Sierra Leone et a pu ramener la paix. Elle a contribué également à une intervention en Côte d'Ivoire au moment de la crise et elle a contribué au Mali à la crise. Sophie Malibaud. Vous essayez d'œuvrer à la tête de la CEDEAO à une meilleure intégration régionale, l'intégration des pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui Des 15 pays, oui. Des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui est la principale entrave au commerce interrégional, par exemple? Ce sont des questions de sécurité, par exemple D'abord, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas développer cette région sans une sécurité effective, sans la paix et la stabilité. C'est la raison pour laquelle l'objectif numéro 1 de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que la paix, la stabilité, la démocratie, le respect des droits humains, le respect des libertés individuelles soient ancrés pour permettre à la population de contribuer au développement. Une fois que nous avons cet espace pacifié, il nous appartient maintenant d'assurer une réelle liberté de circulation des personnes et des biens. On ne peut pas faire une communauté quand on empêche les gens d'aller d'un État à un autre ou les produits de circuler. Vous avez, la CEDEAO fête cette année son 40e anniversaire. Est-ce que vous avez un modèle, en vous appelant d'ailleurs Union, est-ce que vous regardez vers l'Europe en disant, bon, on va essayer de marcher comme eux Certainement, nous nous inspirons de l'expérience européenne en ce qu'elle a de bon et les difficultés que l'Europe rencontre sont pour nous aussi des leçons. Dont nous tirons parti pour améliorer notre marche vers cette union que nous souhaitons tous et qui est un objectif d'ailleurs de l'Union africaine. Et la CEDEAO ne fait que réaliser en Afrique de l'Ouest l'objectif. Donc un passeport commun, une monnaie unique, ça c'est l'objectif. Absolument, nous avons déjà l'objectif du passeport commun qui est un acquis. Nous avons maintenant un passeport CEDEAO pour l'ensemble des États membres. Nous avons aboli, comme vous le savez, le visa de circulation entre les États. Nous avons même atteint le droit de résidence et le droit d'établissement. Ça veut dire que tout citoyen d'Afrique de l'Ouest peut résider et travailler, créer une entreprise partout où il le souhaite. Et nous venons de franchir une autre étape par la création de la carte d'identité biométrique CEDEAO qui va remplacer la carte de séjour. Ça veut dire qu'avec une simple carte d'identité biométrique, vous pourrez voyager, résider, travailler, créer des entreprises où vous le souhaitez. Et monnaie unique à terme. La monnaie unique à terme, nous sommes en train d'appliquer une politique de convergence de nos économies pour nous permettre à l'horizon 2020 de constituer une zone monétaire unique. C'est un objectif et nous travaillons d'arrache-pied. 2 chefs d'État ont été responsabilisés pour nous accompagner dans ces efforts, le président du Ghana et le président du Niger. Et ils ont créé une task force comprenant les gouverneurs des banques centrales, les ministres des Finances, nous-mêmes, les commissions de la CEDEAO et l'UEMOA, chargés de surveiller la marche vers cette convergence qui nous permettra d'avoir une monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous évoquez la solidarité entre les États membres de cette communauté économique, vous évoquez la libre circulation. Pourtant, si on regarde la façon dont la crise de fièvre hémorragique provoquée par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a été faite, on s'aperçoit que les premiers réflexes ont quand même été de fermer les frontières. Et le Sénégal notamment. Sénégal, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la solidarité que vous prenez ait été un exemple. Il faut dire que les premières réactions des États ont été véritablement des réactions de surprise. Surprise par cette maladie qui est nouvelle et également par leur désir de protéger leur population. Mais rendez-vous compte que dès la première réunion que la CEDEAO a convoquée, notre plaidoyer, c'est de dire aux États, il ne faut pas fermer les frontières.
Nous avons dit que les frontières doivent être ouvertes, mais qu'on doit prendre les dispositifs sanitaires nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie. Nous avons lancé un appel donc à tous nos États membres pour qu'ils rouvrent les frontières, aux compagnies aériennes pour qu'elles reprennent le trafic. Et je dois dire que cet appel a été entendu grâce au plaidoyer de la CEDEAO. La plupart des frontières actuellement sont ouvertes malgré la maladie et nous constatons qu'il n'y a pas une propagation de la maladie malgré les frontières ouvertes. Alors nous allons poursuivre dans ce schéma en plaidant toujours pour la solidarité entre les États membres et la liberté de circulation au niveau de notre région. Et qu'est-ce que vous attendez de la part des institutions internationales? Je pense au FMI, par exemple. Vous attendez une annulation de la dette de ces pays en particulier? Il est évident qu'il nous faut une assistance budgétaire de la communauté internationale à ces pays. Nous savons que l'impact économique de cette crise va être important pour des pays comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Si vous regardez les perspectives de croissance, la Sierra Leone avait un taux de croissance envisagé pour 2014 de 11%, et bien les perspectives la situent maintenant à 4%. Il y avait un impact régional? La Guinée qui avait, certainement j'en viens, la Guinée qui avait une perspective de 4% va se retrouver peut-être à 0,5%. Alors c'est un exemple pour dire que cette crise aura un impact sur les économies des États concernés, mais d'une façon globale sur l'économie de la CEDEAO et sur les programmes de la CEDEAO dans la mesure où nous-mêmes, nous avons dû suspendre momentanément nos activités à cause de cette épidémie. Donc par conséquent, il y aura un impact économique de la crise Ebola et nous lançons un appel. Le dernier sommet a lancé un appel à la communauté internationale pour assister les pays de la CEDEAO pour juguler l'impact économique de cette crise qui sera certainement non négligeable. Vous parlez d'une zone de solidarité, de cohésion, et moi, nous regardons les images qui nous arrivent, je le dis également pour les auditeurs de RFI, de la place de la République à Paris, où vont se retrouver des millions de personnes. Il y a donc une cohésion. Comment se fait-il, par exemple, qu'en Afrique, des chefs d'État voisins ne se parlent pas, qu'entre le Cameroun et le Nigeria, il faut qu'on vienne à Paris pour se parler. Il y a un cloisonnement qui reste extrêmement fort, comme si chacun défendait les prérogatives. Ça fait le jeu de Boko Haram. Mais je crois que cette situation a drastiquement changé dans la mesure où vous constatez maintenant une réelle cohésion d'action au niveau des États membres. Si vous prenez le cas que vous citez, dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, les 5 pays ont convenu de déployer des patrouilles conjointes, d'exercer une surveillance conjointe de leurs frontières. Et je pense que c'est une coopération maintenant qui coule de source. Et nous, CEDEAO, nous avons décidé d'ajouter nos efforts à cette concertation entre les 5 pays. Il y a une mise en place et l'opérationnalisation de l'unité de fusion et de liaison qui est à Abuja et qui concentre nos efforts pour appuyer. Donc je crois qu'il y a carrément une coopération franche et entière entre les pays actuellement. Est-ce qu'on se parle de zones africaines à d'autres? On parle aujourd'hui de la CEDEAO, Afrique de l'Ouest. On attend parfois une réponse panafricaine. 5 grandes zones. Il n'y a pas un morcellement aujourd'hui. Bien sûr, il faut commencer parce qu'on a plus en commun pour élargir, mais l'Union africaine, ça ne marche pas terrible. Mais la philosophie adoptée est que l'Union africaine va se construire par étapes. D'abord, un renforcement des 5 communautés économiques régionales et par la fusion de ces 5 entités, obtenir maintenant la fusion au niveau du continent. Et il faut reconnaître que ce qu'on ne peut pas faire à 15, on ne peut pas le faire à 54. Donc il faut déjà réussir ce que nous souhaitons au niveau d'ensemble plus réduit tel que la CEDEAO. Et je pense que nous allons à marche forcée vers cette union de notre région et par conséquent vers l'union de l'Afrique. Vous dites à marche forcée justement, par exemple pour l'union monétaire, on a l'impression qu'on recule. Hein. La date de la monnaie unique, elle recule. On parle maintenant de 2020. Ça devait être 2015 à l'origine. On parle maintenant de 2020. Il n'y a pas quand même un manque de volonté politique, tout simplement, au pays de converger, de s'unir? Non, absolument. D'abord, la date de 2020, ce n'était pas pour la monnaie unique. La date de 2015, c'était pour que la deuxième zone monétaire, c'est-à-dire les pays qui ne partagent pas le franc CFA, puissent à leur tour constituer un ensemble uni et les 2 blocs allaient converger en 2020 pour faire la zone monétaire unique. Mais à l'analyse, nous avons constaté que beaucoup de retard a été mis pour la création de cette deuxième zone qu'on appelle la ZMAO. Alors, les chefs d'État ont approuvé une nouvelle stratégie qui est des convergences globales pour arriver au point d'objectif vers 2020. Donc, des critères de convergence ont été adoptés et révisés et chaque pays va suivre la mise en œuvre de ces critères de convergence pour voir si en 2020, nos économies sont suffisamment converger pour pouvoir créer une monnaie unique. Et pour l'instant, qu'est-ce qui bloque dans la convergence? Qu'est-ce qui bloque le plus? Bon, il y a des difficultés de nos États telles que par exemple la maîtrise de l'inflation, la maîtrise des déficits budgétaires et également le problème des réserves de change. Il faut absolument que nous arrivions à harmoniser
ces critères au niveau de nos États pour espérer avoir une monnaie stable. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique si vous avez des politiques divergentes. Certains de ces critères, par exemple, le critère budgétaire qui demande que l'endettement soit limité à 3% du PIB, tout comme en Europe, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène au niveau de notre zone, au niveau de notre zone, ce n'est pas 3%, c'est 4 à 5%. Et l'idée de limiter les déficits budgétaires, c'est pour pouvoir soutenir la monnaie et empêcher l'inflation. Vous savez que si vous avez une inflation à 2 chiffres, vous gênez donc l'investissement, vous gênez l'épargne et vous ne pouvez pas avoir donc une monnaie solide avec cela. C'est la raison pour laquelle ce critère est inclus dans les critères de convergence comme objectif que tous les États doivent poursuivre. Eh bien, nous pensons que peut-être nous serons au rendez-vous de 2020. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas encore le moment pour les États africains de faire des dépenses budgétaires dans le système de santé, d'éducation, etc. Et ensuite seulement de visser un peu le... Bien sûr, tout serait souhaitable. Les secteurs sociaux doivent être financés. Le problème, c'est avec quoi vous les financez. Il faut que vous ayez des recettes propres pour pouvoir financer. Vous ne pouvez pas financer vos investissements sur des déficits publics ou compter exclusivement sur l'aide internationale. Il faut développer vos propres capacités de génération de ressources et ce à quoi les efforts d'intégration tendent. Créer des conditions pour que nous ayons des investissements nécessaires. Et ces investissements vont générer la croissance et la croissance va générer les ressources nécessaires au financement des secteurs sociaux. Le franc CFA qui est accroché à l'euro, vous considérez que c'est plutôt un handicap pour le développement de la région ou est-ce que ce n'est pas au contraire une garantie de stabilité? Dans une situation comme celle-là, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Et les États analysent les avantages et les inconvénients. Et je suis sûr que s'ils ont maintenu cette mesure, c'est qu'à l'analyse, ils ont trouvé que les avantages dépassent les inconvénients. Lorsque l'Afrique sera parvenue à régler une partie de ses difficultés de pauvreté, du même coup, elle aura lutté contre l'émergence de ce terrorisme que nous voyons en l'œuvre. C'est l'une des clés pour y arriver, où il faut d'abord aussi une réponse militaire, ou il faut les deux? Il faut les deux, mais il ne faut pas exclure la lutte contre la pauvreté. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de paix et de stabilité si nous ne vaincons pas l'extrême pauvreté, si nous ne vaincons pas le manque de développement. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, CEDEAO, nous avons tiré leçon de l'expérience vécue dans le nord du Mali pour élaborer ce que nous appelons la stratégie Sahel de la CEDEAO. C'est une stratégie qui vise à accélérer le développement de cette zone qui est quelque peu isolée actuellement pour faire en sorte qu'elle ne soit pas une source de déstabilisation de notre région. Donc il faut développer des infrastructures pour désenclaver cette zone. Il faut accroître la résilience en aidant les populations à vivre du pastoralisme et de l'irrigation. Et il faut enfin promouvoir l'éducation à la tolérance et à la citoyenneté. Voilà les 3 piliers de notre stratégie Sahel que nous sommes en train d'élaborer pour mettre fin. Sophie Malibo, une dernière question. Très concrètement, est-ce que la baisse des prix du pétrole, ça vous inquiète? C'est une ressource importante pour certains pays de la région. Ça expliquerait même, de la part du Tchad, l'impossibilité d'accueillir le prochain sommet de l'Union africaine, cette baisse de revenus venant de la chute des cours du pétrole? Il est évident que la chute des cours du pétrole est une préoccupation pour les économies de plusieurs de nos États, notamment les États grands exportateurs de pétrole, dont les budgets souvent sont assis sur une estimation du cours du baril. Et lorsqu'il se trouve que ce cours baisse drastiquement, eh bien, tous vos calculs deviennent faux. Et donc, un effort supplémentaire est requis de ces États et il est certain que c'est une préoccupation pour eux et par ricochet pour notre communauté. Merci Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, les 15 États d'Afrique de l'Ouest, d'avoir été l'invité de cette édition spéciale. Nous avons beaucoup parlé de terrorisme. Sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde, vous allez pouvoir suivre naturellement ce qui va se passer à Paris. Plus d'1 million de personnes, 50 chefs d'État et de gouvernement. Vous retrouverez lundi dans le quotidien Le Monde, évidemment, l'analyse de tous ces éléments. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être un jour une grande marche citoyenne en Afrique, comme celle qui se passe à Paris. On peut le souhaiter. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vos auditeurs. Je souhaite une bonne année à tous vos auditeurs et certainement une plus grande mobilisation citoyenne de l'Afrique pour combattre le terrorisme. Merci d'avoir été avec nous et restez sur nos antennes pour vivre avec nous ces heures historiques. Merci.